Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Comme vous pouvez le voir à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube, je suis en solo pour cet épisode. Le sujet, est-ce que le SEO vaut toujours le coup en 2025? Et globalement, quels sont les avantages et inconvénients du SEO en 2025? Donc on va parler d'un point de vue annonceur, donc les marques qui veulent faire du SEO pour gagner en visibilité, générer du chiffre d'affaires et aussi d'un point de vue prestataire, donc freelance, agence, et cetera. Bref, c'est parti. Je vais rappeler les performances du podcast. Du coup, on est à toujours, 97 notes 5 étoiles sur Spotify. Donc il y a plus que 3 notes toujours, pour atteindre, justement les 100 avis. Sur YouTube, ça a augmenté. On est à 1640 abonnés. Merci pour ça tout simplement et je remercie évidemment, toutes les personnes du coup qui prennent le temps de laisser une note sur Spotify, de s'abonner sur YouTube, de laisser un commentaire sur YouTube et de laisser un commentaire aussi sur Spotify. Merci aussi à toutes les personnes qui nous posent des questions sur Twitter. Donc, à savoir que du coup, on enregistre le mercredi et que tous les mardis, donc la veille, j'annonce le sujet de l'épisode qu'on va tourner. Et du coup, vous pouvez poser vos questions de cette manière. Je rappelle aussi les sponsors du podcast, comme d'habitude. On a Odo Switch du coup pour l'hébergement web français de qualité. Vous avez un lien qui se trouve en description. Tot SEO pour avoir un outil du coup d'assistance sur la partie sémantique intention de recherche. Vous avez aussi un lien en description. Et Linkuma du coup pour les backlinks, vraiment accessible, pas cher, avec une fonctionnalité moi que j'adore qui est la délégation de campagne. Vous avez aussi un lien qui se trouve dans la description. On va du coup traiter le sujet. Alors, on va faire en deux parties comme j'ai dit tout à l'heure. On va commencer par la partie annonceur et ensuite on fera la partie prestataire. Donc pour l'annonceur, l'avantage c'est que déjà, il y a quand même une similarité entre le SEO Google, donc ce qu'il faut faire pour ranker sur Google et le SEO un peu IA. C'est-à-dire que, on s'est rendu compte en fait que, c'était pas mal les mêmes sites qui étaient premiers, que ça soit sur SearchGPT, sur, SGE, et sur le SEO, Google classique. Donc c'est pas 100 similaire, on s'entend, mais c'est pas une perte de temps dans le sens où même si ça fait, 5 ans que vous, travaillez votre SEO et autant vous dire on continue de le bosser en 2025 parce que dans tous les cas, même si imaginons demain il y a 0 recherche sur Google et 100 de recherche sur, SearchGPT, il y a moyen que justement que le travail d'autorité notamment que vous avez mené, vous bénéficie sur la partie IA, donc super intéressant. Ensuite, ça reste un canal d'acquisition qualifié. C'est vrai que, si vous écoutez, du coup, ce podcast, vous connaissez sûrement bien le SEO et cetera, mais c'est super important de rappeler que c'est un canal d'acquisition qualifié et si vous faites la différence entre, le fait, d'obtenir des, visites qualifiées justement via le SEO et le fait, par exemple, de prospecter une audience froide, c'est vraiment pas le même rendement et il y a pas du tout cet aspect un petit peu passif, inbound justement de, les prospects qui arrivent à vous et ça je trouve que ça reste super, super intéressant donc vraiment canal d'acquisition qualifié et l'aspect inbound qui pour moi est beaucoup plus pérenne sur le long terme. D'ailleurs, c'était un des avantages que je voulais citer, c'est qu'on a une vraie capitalisation sur le long terme. À part certaines requêtes très concurrentielles qui nécessitent d'y investir de l'argent et du temps tous les mois pour rester positionné, sinon on va dire que dans, je sais pas, à 90 des cas quand même, une fois qu'on est premier, bon oui, on peut créer quelques backlinks et cetera, mais c'est plutôt sur les requêtes très concurrentielles. En général, on va plutôt plus bouger entre guillemets, garder nos positions et ça, c'est vraiment super intéressant. Et du coup, ça fait la différence avec le SIA où là, pour le coup, on capitalise sur, quasiment rien, hein. On doit toujours payer en fait. On doit clairement toujours payer et c'est pour ça que le SEO, du coup, pour moi, reste super, super intéressant, que ce soit sur Google ou du coup sur les IA, peu importe, on a quand même cet aspect de capitalisation. Aussi, du coup, faut voir que sur le vraiment très long terme, c'est peu cher par rapport au SIA. Évidemment, c'est pas gratuit, hein, parce que le SEO, voilà, vous allez devoir, peut-être payer un prestataire, un budget de netlinking et cetera. C'est clairement pas gratuit. Ceci dit, par rapport au SIA, vraiment sur le long terme, on va être sur un coût
qui va être beaucoup moins cher, surtout si vous ciblez des mots-clés, concurrentiels en SIA, ça peut très, très vite, chiffrer au CPC, en Google Ads notamment. Donc pour ça, bah, voilà, je dirais que ça, c'est les avantages classiques, hein, c'est pas forcément lié à 2025, mais c'est un avantage qui reste et qui reste super intéressant. Aussi, et là, c'est pour moi peut-être un des arguments les plus 2025, c'est qu'on a d'énormes opportunités en dehors de Google, donc notamment sur YouTube, sur Amazon, sur TikTok. Il y a vraiment des choses à faire en SEO. Alors, Amazon, je vous l'accorde, c'est quand même très lié du coup à l'aspect ads. Donc, c'est pas uniquement travailler son SEO, c'est plus global. Mais YouTube, TikTok, par exemple, même si aujourd'hui vous êtes éditeur de site, que votre but c'est de créer vos trucs, les monétiser, et bah, vous pouvez très bien créer une chaîne YouTube de zéro comme ça, sans budget ads. Pareil, un compte TikTok de zéro, sans budget ads et performer en SEO et vraiment générer de l'argent comme ça. Et donc ça, pour moi, c'est une des meilleures opportunités. Et donc là où je vous disais que le SEO IA, Search GPT, tout ça, c'était très lié au SEO Google. Là, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que, oui, effectivement, pour faire du SEO sur YouTube, ouvrez une chaîne YouTube. Vous devez ouvrir une chaîne YouTube. TikTok, pareil. Donc, c'est du temps dédié. Mais après, tout ça est un peu lié dans le sens où, au final, si vous avez une seule et même marque qui rank bien sur YouTube, sur TikTok, et ben justement, ça sera répercuté normalement sur vos résultats SEO Google ou moteur de recherche IA, peu importe, puisque tout ça participera du coup à votre branding. Donc super intéressant d'aller chercher ça. Pas mal de gens parlent de YouTube, du fait de créer des chaînes YouTube thématisées pour pourquoi pas y glisser même des liens d'affiliés dans les sections, dans les descriptions en fait des vidéos. Je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, c'est clairement game changer. Inconvénient, évidemment, pour l'annonceur, le SEO, ça prend du temps. C'est voilà, ça change pas, hein. C'est vrai que quand vous commencez de zéro, que votre site vient d'être créé ou que vous commencez tout juste à mener les actions nécessaires pour le SEO, ça prend beaucoup de temps. Si vraiment vous êtes au niveau zéro en SEO, on parle souvent de 6 mois pour obtenir des résultats. Évidemment, ça dépend de votre site, des thématiques, et cetera. Mais clairement, 6 mois, c'est pas déconnant. On peut vraiment prendre beaucoup de temps pour avoir des résultats. Mais voilà, derrière, capitalisation, un peu effet boule de neige, et cetera. On a des résultats qui sont dépendants du coup des updates et des stratégies des concurrents. Vous ne pouvez pas vous dire, je commence le SEO, je mène les actions qu'il faut mener, je suis sûr d'avoir des résultats ou je suis sûr de ranker à terme sur ce mot-clé-là dans le top 10 au bout de X temps. Vous n'en serez jamais sûr pour la simple et bonne raison que par exemple Google peut fermer, tout simplement. Et en dehors de ça, Google fait des mises à jour. Donc voilà, ça peut vraiment jouer. Vous pouvez, bon, normalement, si vous faites les choses bien et que votre but, c'est vraiment d'apporter du contenu qualitatif à Google et aux utilisateurs de Google, vous risquez pas trop de vous prendre de grosses prunes, entre guillemets, par les updates. Mais voilà, et les stratégies des concurrents, c'est pareil. Vous pouvez commencer votre SEO, être tout seul sur votre marché, être premier partout, et tac, on ne sait pas pourquoi. La niche est révélée dans une formation Make Money ou autre et hop, vous voyez 10 concurrents arriver qui ont plus de budget que vous, qui vous dépassent. Donc voilà, c'est le jeu. Il faut bien prendre ça en compte. Ensuite, je disais dans les avantages que c'était du coup peu cher par rapport au SIA, c'est vrai. Ceci dit, il faut bien garder en tête que ça représente une grosse dépense, hein, surtout si vous êtes sur des thématiques concurrentielles, puisqu'on a l'humain à payer, donc que vous fassiez appel à une agence SEO, à un freelance SEO, ou que vous recrutiez des profils en interne, ça coûte super cher. Ça coûte cher, quoi, je veux dire, c'est le jeu. Potentiellement donc de l'humain sur la stratégie, de l'humain sur la rédaction. Donc si vous travaillez 100% avec de l'IA, des solutions IA, là c'est le seul cas où je vous dirais bon, ça va pas vous coûter si cher que ça. Sinon pour de la qualité, pour avoir un rédacteur qui va faire sa veille, faire ses recherches, pourquoi pas mettre en forme l'information avec des tableaux HTML, etc. Ça peut coûter assez cher. Ça peut vraiment coûter assez cher. Des fois, on est sur 10 centimes le mot. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait vite cher. Les backlinks, bon ça je pense que c'est vraiment le poste de dépense numéro un, surtout si vous êtes dans une thématique concurrentielle. Pour vous donner un ordre d'idée, mes clients dépensent en général en backlink au moins 500 euros par mois. Donc c'est pas du tout, c'est pas rien, c'est pas anodin, voire plus, hein. J'ai des clients qui dépensent dans les 1000 euros par mois, même plus, en backlinks. Donc voilà. Les outils SEO, bon, ceux qui connaissent, il y a des petites astuces hein,
faire du partage de comptes, ce genre de trucs pour payer un peu moins cher et cetera. Mais en soi, ça reste quand même un poste de dépense important, surtout si vous payez tout de manière traditionnelle, que vous faites pas de «magouille» entre guillemets, vraiment ça coûte cher. Aussi un inconvénient, entre guillemets, hein, c'est qu'aujourd'hui le nouveau SEO est dépendant de, beaucoup d'autres canaux. Donc on a le branding par exemple, aujourd'hui on sait que c'est super important. Il y a 2-3 ans, personne disait ça et en même temps, c'était pas si dépendant de ça, du branding, de l'UX, des web performances et cetera. C'est vrai qu'aujourd'hui faire du SEO, c'est devenu «compliqué» entre guillemets, c'est pas aussi simple qu'avant où on était juste sur la logique, title, création de page, backlinks, terminé, entre guillemets, hein. Maintenant, on est beaucoup plus sur l'intention de recherche, donc bon, ça j'ai envie de vous dire, c'est normal, hein, à la limite, parce que voilà, faire un contenu qualitatif, bon bah, c'est la base, je dirais. Mais tout ce qui est maintenant branding, UX, web perf, vraiment ça peut prendre du temps, ça peut nécessiter plusieurs expertises et ça peut faire que, le SEO pour vous en 2025, ça peut être un frein. Maintenant, ce qui est cool, c'est que du coup, quand vous bossez votre SEO et ben vous bossez aussi votre branding, votre UX et c'est toujours bénéfique, évidemment. Donc, voilà, mais bien garder ça en fait, si vous voulez faire un SEO parfait, peut-être que vous seul, ça suffit pas, peut-être qu'il faudra, recruter des gens en interne et cetera. Après voilà, c'est toujours dépendant de la niche, hein, vous prenez mon site Temple de la Way qui a très bien ranké, qui après que je l'ai révélé, rank toujours sur certains mots-clés. Bon bah voilà, hein, jugez le branding, jugez l'UX, les web perfs, la intention de recherche par contre là, ça j'ai fait à fond. Mais, le reste c'est pas, au top et pour autant ça ne m'empêche pas de ranker. Donc voilà, toute proportion gardée, ça dépend de votre thématique et de la concurrence. Et du coup, voilà, c'est à peu près tout, hein, je dirais pour les inconvénients, donc globalement, évidemment plus d'avantages pour moi que d'inconvénients. Surtout en fait le point pour moi, le point essentiel, c'est de se dire vraiment: «Ouais, en gros, vous pouvez vous dire: «Je sais pas si, je vais investir en SEO en 2025 parce que, les IA et cetera». Bon, bah, je comprends totalement. Ceci dit, ça ne comme je disais avant, en fait, tout simplement, les actions que vous allez mener pour votre SEO Google, il y a de fortes chances que ça bénéficie à votre SEO IA, dans l'immédiat et plus tard. Donc, pour moi, cet argument est pas vraiment, vraiment valable. Je dirais que c'est le point, que moi, que je retiens en tout cas ici. J'en profite du coup pour vous rappeler, les sponsors, du podcast, hein, avant de passer sur la partie plutôt prestataire. Du coup, on a Odoo vraiment pour l'hébergement web, vous avez un lien, en description. On a Tot SEO pour l'assistance sémantique intention de recherche, ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Vous avez aussi un lien en description et on a Linkuma évidemment pour les backlinks, pas trop cher, fonctionnalité de délégation de campagne, vraiment c'est au top. Vous avez aussi un lien qui se trouve en description. Du coup, on va passer au côté prestataire parce que si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être aussi que vous êtes prestataire de service. Que vous soyez, je sais pas, freelance 360, agence 360, bah, freelance 100 SEO, agence 100 SEO. Peut-être que ça vous intéresse, vous, de savoir un peu, bah, comment le SEO pourrait évoluer. Est-ce que c'est toujours intéressant de proposer des prestations SEO? On va commencer par les avantages, on fera ensuite les inconvénients. Dans les avantages, pour moi, le principal, c'est déjà qu'il y a toujours des demandes côté annonceur. Étant dans l'industrie directement et assez visible en tant que prestataire SEO, je peux vous le dire, il y a vraiment des demandes côté annonceur. C'est une expertise qui est rare. Donc, pour le coup, si vous êtes vraiment bon, si vous montrez aux gens que vous êtes bon, un peu comme je l'ai fait moi au début avec mes posts LinkedIn, sur mes positions SEO, sur agence SEO, et cetera, tous ces mots-clés-là. Si vous montrez ça, si les gens comprennent que vous êtes bon, pour le coup, vous allez très bien vous en sortir. Il faut être un minimum visible ou avoir du réseau à la base, l'un ou l'autre, ou les 2, hein. Mais ça peut vraiment, que rouler pour vous. C'est, évidemment une compétence qui est, freelance, friendly, hein. Vous pouvez le faire de chez vous, sur votre tapis de marche là, comme ça. Donc ça, c'est vraiment incroyable, parce que du coup, il y a quand même d'autres expertises qui sont pas vraiment, freelance friendly. Bon, j'en ai pas en tête là tout de suite, mais, c'est vrai que, bah, vous pouvez être artisan, j'en sais rien. Enfin bref. Ou en tout cas, voilà, peut-être lié, à l'indépendance, avec l'indépendance qui est possible, mais pas dans ces conditions de travail-là, à savoir travailler d'où on veut, potentiellement même en asynchrone comme je l'ai fait moi pendant 1 an quand j'étais en voyage au Canada,
en Asie, en fait, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, et cetera. Franchement, c'est pas non plus tous les métiers qui permettent ça. Donc incroyable pour ça. J'ai noté un point aussi, c'est écrit sur mon Google Doc là, jeux vidéo, parce que pour moi je trouve ça incroyable. J'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu vidéo. Un jeu vidéo où les actions que vous effectuez aujourd'hui auront des impacts dans plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, certes, donc c'est pas direct, hein. Ce serait encore plus fun d'ailleurs, je pense, si c'était direct. Mais c'est vraiment l'aspect jeu vidéo, test and learn. On va effectuer des actions, on va essayer de faire grossir une courbe sur des mots-clés spécifiques, et cetera. On voit que ça marche, c'est gratifiant. Ah, on a un gros problème, on s'est mangé une update, faut comprendre pourquoi, faut rectifier le tir. Vraiment, il y a un aspect jeu vidéo que j'adore, d'itération en fait. Aussi, c'est vraiment utile pour le coup pour toutes les entreprises. Ça va un peu dans le sens de ce que je disais avant, où je disais qu'il y avait toujours des demandes côté annonceur. C'est notamment parce que c'est utile pour tout le monde en fait. Toutes les entreprises qui proposent n'importe quelle solution, il y aura toujours des mots-clés liés. Alors là, j'ai noté, quitte à faire de l'informationnel, parce que je reprends l'exemple par exemple, je reprends l'exemple de Wallaxy. Ils ont peut-être un ou deux mots-clés business type logiciel, prospection LinkedIn, ce genre de trucs. Maintenant, ils sont surtout positionnés sur de l'informationnel et c'est aussi une solution. Si jamais vous avez une solution comme ça arrive qu'il y ait des entreprises qui ont des solutions un peu innovantes où il n'y a pas de volume de recherche vraiment sur la solution ou alors il y a un très faible volume de recherche. Vous pouvez toujours faire de l'informationnel, type, j'en sais rien, Wallaxy, bah justement, comment être visible sur LinkedIn, stratégie marketing LinkedIn, j'en sais rien, ce genre de trucs, personal branding LinkedIn, faire des guides comme ça pour ensuite faire prendre connaissance à l'audience de votre solution, en l'occurrence là l'outil, et les convertir. C'est tout à fait possible, mais dans tous les cas, je le répète, c'est vraiment utile pour toutes les entreprises. Même si demain, vous lancez une marque, et j'en sais rien, vous savez quoi, vous lancez un complément alimentaire qui booste les fonctions neuronales, le truc est pas du tout connu, il y a aucune recherche dessus, vous venez littéralement de l'inventer et bah, vous pouvez toujours faire du SEO avec une partie blog par exemple, avec je sais pas, des comparatifs, meilleurs compléments alimentaires pour la concentration, comment améliorer son humeur, j'en sais rien, ce genre de truc, comment booster ses fonctions neuronales. Bref, vous voyez où il y a du volume de recherche avec un outil comme Alloscan, SEMrush, Google, Keyword Planner, et cetera. Et vous faites ça et ensuite vous faites tout simplement des call to action vers votre solution à vous. C'est vraiment tout à fait possible et pour moi, c'est ce qui rend le SEO super cool, bah, d'un point de vue annonceur, mais aussi d'un point de vue prestataire parce que littéralement, même le boulanger qui se trouve dans votre ville, vous pouvez aller le voir et lui vendre une presta SEO, par exemple, pour un Google My Business ou autre. Donc c'est vraiment incroyable pour ça, tout le monde en a besoin. Enfin, tout le monde n'en a pas besoin obligatoirement, mais je veux dire, tout le monde peut en avoir besoin et bénéficier des avantages du SEO. Aussi, ce qui est incroyable, je trouve, c'est que c'est un skill qui est super utile si jamais vous voulez faire vos propres sites et les monétiser. Ou pour reprendre du coup l'exemple un peu plus, les exemples un peu plus 2025, sur vos propres chaînes YouTube et vos propres comptes TikTok, pourquoi pas, ou compte Amazon, bref, peu importe. C'est utile pour ça. Donc ça veut dire que c'est très cool pour vous en tant que prestataire, mais si demain vous voulez arrêter et tout simplement lancer vos sites et les monétiser, vous pouvez tout à fait le faire. Ou alors même le faire du coup à côté en side business un petit peu et ça peut très bien rouler. Donc pour ça, c'est super intéressant. Ensuite, on a un auto-apprentissage qui est facile en SEO. Et là, j'ai bien précisé, et c'est important de retenir ce qui va suivre, sur les bases. Vous pouvez très rapidement vous former aux bases du SEO, lancer un site, avoir des résultats en menant des actions simples, comme un peu les actions que je montre en fait sur ma chaîne YouTube, hein, que je fais du SEO en partage d'écran. Je vous montre vraiment le 20-80, optimiser son title, faire une page qui répond aux intentions de recherche, faire du maillage interne thématisé, faire une demande d'indexation, créer quelques backlinks. Voilà, c'est vraiment la base de la base. Ça, vraiment, c'est pas très compliqué à apprendre. Après, voilà, pour tout ce qui est un peu plus complexe, par exemple, gérer le SEO d'un très gros site, etc., peut-être que à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir maîtriser ça en quelques semaines. Pour moi, ça me paraît un petit peu compliqué. Voilà pour ça. Le dernier avantage, et certainement le plus gros, c'est que c'est du récurrent. Quand vous êtes prestataire de service et que vous accompagnez une marque en SEO, vous la suivez tous les mois. Moi, par exemple, je fonctionne de manière mensuelle, sans engagement, et il y a un client avec qui on bosse, par exemple, depuis plus de 2 ans et demi, je crois. Bref, super intéressant. C'est pas du tout tous les business qui sont comme ça. Par exemple, vous pouvez très bien, OK, faire du graphisme en freelance,
Oui, vous pouvez le faire en asynchrone, oui, vous pouvez le faire de chez vous, sur votre tapis de marche, peu importe. Mais, vous n'avez pas en général cet aspect récurrent. La boîte, vous contacte pour créer, je sais pas, un logo, elle est pas obligée de faire appel à vous tous les mois, sauf si vraiment elle a des besoins particulièrement, récurrents, mais, c'est pas le cas dans 95 des cas, quoi, on va dire. La majorité des cas, c'est pas ça. Là, en SEO, on a cet aspect récurrent. On a aussi des fois des demandes pour du one shot, hein, type, voilà, on a une baisse de trafic, on aimerait identifier ce que c'est, rectifier le tir et puis après on arrête la presta. Ou, on a besoin d'un check, audit technique, vraiment, parce qu'on a fait une refonte, j'en sais rien et puis voilà, on veut juste faire ça sur 2 mois et c'est terminé. Mais pareil, je dirais que dans 90 des cas, c'est pour du récurrent. Les clients ont conscience que ça prend du temps et qu'il faut se faire suivre sur la durée. Dans les inconvénients, du coup, je vous disais qu'il y avait des apprentissages faciles sur les bases. On a aussi des apprentissages qui sont très compliqués, sur, bah, du coup, des trucs un peu plus complexes comme l'audit technique, comme l'analyse de log, comme le JavaScript SEO, c'est ce genre de trucs un peu plus techniques, l'obfuscation de liens et cetera. C'est des choses qu'il faut apprendre à côté. Ça vient dans un second temps, mais voilà, si vous voulez être vraiment formé pour 100 des cas, bon, bah, déjà spoiler, c'est un peu impossible, hein, même moi je suis pas, formé, pour 100 des cas. Si demain il y a un client qui me contacte, qui a une problématique très précise, il est très probable que je sois obligé de faire des recherches ou de demander à des gens que je connais, pour avoir quelques insights. Ça arrive, c'est normal. Ensuite, on a un prix qui est très élevé au niveau des outils. Donc ça, bah, j'avais mis comme inconvénient aussi dans la partie, annonceur, parce que s'ils internalisent tout ça, bah, ils doivent payer les outils. Le freelance aussi, donc voilà, c'est la même chose. On a une énorme importance sur l'aspect communication client, puisque du coup, le SEO, c'est un peu flou, il y a du jargon. La logique SEO, elle est pas facile à avoir honnêtement, donc quand on est client, qu'on n'y est pas familier, bah, ça peut être très compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que c'est super important. Faut pas se dire: «Je suis freelance, je suis bon, je commence à être bon en SEO, je serai un bon consultant SEO». C'est faux, il faut être bon en SEO, bon en communication client et c'est pas forcément, communiquer de manière enjouée, prendre des nouvelles souvent et avoir le sourire. C'est surtout savoir expliquer ce que vous faites, pourquoi vous le faites et que le client ne remette pas en question ça ou alors s'il remet en question ça, bah, que justement vous puissiez lui expliquer, le pourquoi du comment et qu'il comprenne, en fait, tout simplement. Parce que comme je disais avant, c'est quand même une dépense qui est élevée. Une personne même dépenser beaucoup d'argent tous les mois sans comprendre ce qui se passe. En plus, couplé à ça, le fait que les résultats peuvent prendre du temps à arriver, surtout si on part d'un site neuf, là, vous obtenez un cocktail, explosif, quoi. Le client peut vraiment être pas content et cetera. Donc après, c'est à vous de l'éduquer déjà même en avant-vente et surtout de faire un suivi correct. Et ensuite, dernier inconvénient, même si je vous ai dit que c'était une compétence recherchée, que si vous êtes visible et compétent, il y aura pas de problème pour vous, vous pouvez tout de même galérer à trouver des clients. C'est tout à fait normal. Ça reste une compétence quand même que, bah, plusieurs, personnes ont. Il y a qu'à taper SEO dans la barre de recherche de malte.fr par exemple pour voir qu'il y a plusieurs freelances qui proposent ça. Pour les agences, c'est pareil. Donc voilà, si vous sortez pas du lot, de par votre branding, votre visibilité ou vos, skills en prospection par exemple, ça peut être compliqué vraiment de trouver des clients, surtout au début, surtout si les gens ont l'impression que vous n'êtes pas encore vraiment complètement formé, ça peut vraiment vous pénaliser ou alors proposer des tarifs avantageux, enfin bref, il y a toujours des options. N'hésitez pas à me dire si vous êtes toujours présent là à 24 minutes de podcast. Le podcast va être assez court évidemment puisque là je suis tout seul, sur ce coup-là. Le but c'était de vous faire un overview complet. Au moins je trouve qu'on est allé assez vite point par point. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Je vais répondre à quelques questions que vous avez posées déjà. Merci à tous, pour vos questions. On a, du coup @islam Ounali, qui du coup, me demande ce que je pense en fait, ce qu'on pense du Pinterest SEO et moi je trouve ça super intéressant. On a fait un épisode sur, Pinterest aussi sur la partie ads et cetera. N'hésitez pas à aller le voir. Mais moi pareil, je trouve ça vraiment cool. Je dirais que c'est un peu comme YouTube, TikTok, je pense qu'il y a des choses à faire. Après, pour être franc, je m'y suis pas penché, j'ai jamais ouvert de compte et cetera, donc je donnerai pas de tips. Je dirais pas non plus avec certitude que c'est l'opportunité du siècle. Maintenant, il y a certainement des choses à faire, sur certaines thématiques peut-être propices à l'esthétisme et cetera. Bison SEO, @Bison SEO, que je salue. Euh, il nous demande en fait, est-ce que le SEO doit s'éloigner de Google pour d'autres moteurs de recherche? Ça, j'ai envie de te dire, c'est l'avenir qui nous le dira.
puisque tout simplement, nous, on doit suivre les comportements des utilisateurs. Pour le moment, force est de constater que, OK, il y a beaucoup, énormément même de personnes qui font des recherches sur, ChatGPT, par exemple. Faut garder en tête, ceci dit, que c'est des recherches qui sont différentes de celles effectuées sur Google. ChatGPT, les IA génératives ont créé de nouveaux types de recherches qui n'étaient tout simplement pas effectuées avant. Donc oui, il y a peut-être une petite baisse des recherches sur Google. Honnêtement, j'en sais rien, j'ai même pas les stats et je m'en fiche. Je veux dire, le jour où vraiment ce sera un seuil critique et qu'il faudra switcher, bah, dans tous les cas, comme je disais, déjà les actions que j'aurais menées sur les sites de mes clients, normalement, il y aura un impact positif sur, leur référencement, leur visibilité sur ChatGPT ou autre. Et puis je veux dire, je pense que, ça se déclenchera, un peu plus tard, quoi. Je veux dire, là, a priori, il y a toujours des personnes qui font des recherches sur Google. Donc j'ai envie de te dire: «Oui, peut-être, peut-être». Maintenant, pas pour l'instant. Après, donc là, je t'ai fait le Google versus IA. Tu demandes peut-être ça aussi pour, YouTube, pour TikTok qui, au final, par exemple, sont des moteurs de recherche. Là, je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant si tu as une thématique, si tu as déjà des sites, par exemple, où tu souhaites attaquer une niche, de voir ce qui se passe d'un point de vue YouTube, d'un point de vue TikTok, analyser un peu la concurrence, les volumes de recherche et les outils pour ça et faire ton propre avis. Et effectivement, moi, je te recommanderais. Aujourd'hui, pour moi, le truc parfait, c'est tu fais un site sur une niche parce que tu sais que la niche, elle est bankable, qui a vraiment de l'argent à aller chercher et tu tapes tout. Tu es bon en SEO Google, tu fais du SEO Google. À côté, tu vas faire des vidéos YouTube. Tu vas faire du TikTok si ça s'y prête. Pourquoi pas même du Pinterest, pareil, si ça s'y prête. Et tu tapes tout. Et en fait, il y a une action synergique qui se crée puisque ça travaille ton branding et donc ça bénéficie à ton autorité, donc à ton SEO Google par exemple. On a une question de Gabriel, @Gabriel avec plein de numéros. Est-ce que Google va rapporter de moins en moins d'acquisitions, notamment à cause de ChatGPT? Bah, en fait, j'ai répondu là juste avant. Je ne vais pas refaire la réponse globalement parce que tu as la réponse. En tout cas, voilà. Merci à tout le monde pour vos questions. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.